Pendant longtemps, on a cru bien faire. Un jus d'orange le matin, des céréales, un déjeuner sur le pouce. Et puis ce coup de fatigue en milieu de journée, ces fringales, cette énergie qui fait le yo-yo, sans parler du brouillard mental. Et si en changeant simplement la manière dont on mange, on pouvait déjà transformer beaucoup de choses. C'est ce que propose mon invité du jour, biochimiste, suivi par des millions de personnes dans le monde, en traduisant la science en gestes concrets, des hacks simples pour mieux comprendre son corps, sa glycémie et retrouver une énergie plus stable au quotidien. À tous les stades de la vie. Aujourd'hui, on fait le point sur ce sujet avec Jessie Inchospé, alias Glucose Goddess. Bonjour Jessie. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, dans ton nouvel ouvrage, 9 mois qui comptent pour la vie, qui est publié tout juste chez Robert Laffont, qui est consacré à la grossesse. Alors, ça va pas être forcément le cœur de notre sujet aujourd'hui parce que on a quelques, jeunes mamans, mais c'est pas forcément le cœur de cible de Métamorphose. Donc, on va revenir aussi sur tes travaux. Mais on va quand même parler évidemment des femmes enceintes. Mais tu démarres en parlant du tabou d'avoir vécu une fausse couche qui t'a frappé de plein fouet. Et tu as vraiment, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, cette envie de libérer la parole aussi autour de ce sujet, parce que tu te dis que tu t'es sentie très seule et pas vraiment prise en charge émotionnellement autour de cet événement qui est dur en fait dans la vie d'une femme et qui pourtant arrive à de nombreuses femmes. Complètement. En fait, j'étais pas du tout préparée à ça. C'était même pas dans ma conscience que je pouvais vivre une fausse couche. Et donc, quand j'ai traversé ça, en fait, à l'échographie du premier trimestre, j'ai appris que le battement du cœur de l'embryon s'était arrêté il y a 3 semaines. Et j'avais eu aucun symptôme. Donc, j'ai dû avoir une aspiration, etc. Et je me suis sentie extrêmement seule. C'était extrêmement douloureux. Et en fait, les gens autour de moi savaient pas trop comment en parler. Tu vois, c'est un espèce de deuil un petit peu invisible, un petit peu étrange. Et tout d'un coup, les langues se sont déliées. Et j'ai appris que beaucoup de femmes dans ma famille, dans mon entourage, avaient vécu des fausses couches. Mais je ne l'ai appris qu'après coup. Et je trouvais ça dommage, en fait, que ce soit un tel tabou, parce que personnellement, je me serais sentie moins seule si je savais que c'était arrivé à plein de femmes autour de moi. Et aujourd'hui, en France, c'est une grossesse sur 5 qui s'arrête. Donc, c'est très fréquent, quand même. Et donc, j'ai voulu, dans un des premiers chapitres de mon livre, partager brièvement mon histoire. Tu vois, je me dis, si jamais quelques lectrices, en lisant ça, se sentent un peu moins seules, j'aurais fait mon travail. Voilà. Et pourquoi, toi, d'ailleurs, ça t'avait même pas traversé l'esprit ? Je pense parce que je n'en avais jamais parlé autour de moi. C'était pas un sujet, en fait. On m'avait jamais relaté le fait que, tu vois, par exemple, ma maman m'avait jamais dit qu'elle avait fait 3 fausses couches. J'avais aucune idée. Aucune idée. Donc voilà, je pense que juste, c'était pas quelque chose auquel je pensais. Je pensais que c'était beaucoup plus rare que ça ne l'était. Tu vois. Et donc vraiment, ça m'a frappée avec une grande, grande violence. Tu sens que ça t'a fait du bien de le partager ? Comment tu vois ce partage aujourd'hui et les retours que tu as dessus ? Je suis très heureuse de l'avoir partagé. Aujourd'hui, je me sens vraiment en paix avec ce que j'ai traversé. Ensuite, je suis retombée enceinte. J'ai eu un petit garçon qui a presque 1 an. Donc, écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment derrière moi. Mais pendant 2, 3, 4 mois, c'était une vraie tempête émotionnelle. Je me souviens dire à mes amis que si les émotions pouvaient tuer, je serais morte. C'était vraiment ça, l'intensité de ce que je ressentais. Tu vois, une injustice, une colère, une dépression tellement profonde. C'était vraiment très difficile. Et donc aujourd'hui, de pouvoir le mettre sur le papier, tu vois, en écrivant le livre, j'ai même pas pleuré en fait en écrivant ce chapitre, parce que je me sens vraiment, j'ai l'impression que ça a été réparé et que j'ai réussi à en parler assez avec mes proches, avec ma psy, pour dépasser ça. Mais c'était très dur sur le moment. Très, très dur. Et puis, ce que tu expliques aussi, c'est que ton premier trimestre de ta 2e grossesse, donc, était douloureux aussi, dans le sens où tu étais inquiète, forcément. Très inquiète. Très anxieuse, très inquiète. Avant chaque rendez-vous chez le gynéco, je pleurais pendant des heures et des heures. Enfin, du coup, en fait, le trauma, il reste. Et j'étais persuadée que j'allais refaire une fausse couche. J'étais persuadée, 100%. Et en fait, non, tout s'est bien passé. Mais c'était très difficile. L'après est compliqué, Les amis, on traverse tous ces périodes où l'on sent que quelque chose appelle à grandir autrement, une envie d'aller de l'avant, de se projeter, de redessiner sa trajectoire professionnelle. Si ces élans vous traversent, notre partenaire Chance peut vous accompagner. Leur bilan de compétences est une démarche d'exploration guidée avec un coach dédié, une technologie d'orientation très précise et le soutien d'une communauté engagée. Chez Chance, ils appellent ça l'amour pro, remettre du sens et de la joie dans son travail. Cet accompagnement est accessible grâce à votre CPF. Alors si cela résonne pour vous, rendez-vous sur le site chance.co pour un entretien gratuit avec un conseiller.
Alors en tout cas, on est très heureux pour toi de savoir aujourd'hui que voilà, ton petit garçon va bien et que voilà, vous êtes une belle famille. Alors aujourd'hui, tu t'adresses, et tu le dis dans l'ouvrage, à plus de 7 millions de personnes en tant qu'influenceuse, de créatrice de contenu en général et de biochimiste. Je rappelle, tu es une biochimiste française qui est titulaire d'une licence en maths au King's College de Londres, là où étudie d'ailleurs aussi ma fille, d'une maîtrise en biochimie de l'université de Georgetown. Comment osciller entre une bonne information éclairée, tu n'es pas médecin non plus, et donner des conseils de santé? Comment tu t'es posé la question? C'est vrai que parfois, on peut reprocher aux influenceurs aujourd'hui de dire ils prennent un pouvoir qui n'est pas forcément le leur, ils donnent des conseils. Comment tu démêles un peu tout ça, toi, en tant qu'influenceuse? Écoute, en fait, ce qui est drôle, c'est que je me considère pas du tout influenceuse. Oui. C'est-à-dire que... les gens disent, voilà, des gros créateurs de contenu qui sont des influenceurs. En fait, aujourd'hui, je me dis, OK, je suis une scientifique qui fait de la recherche, c'est ce que je fais tous les jours. Et pour moi, être rigoureux scientifiquement et être doué sur les réseaux sociaux pour partager et communiquer ça, c'est pas contradictoire, en fait. Et même aujourd'hui, je pense que si on veut avoir un impact de santé publique, il est nécessaire de comprendre comment utiliser les réseaux sociaux, ou même, tu vois, les formats comme les podcasts, etc., pour partager l'info. Donc, en fait, moi, je vois ma plateforme Instagram comme un canal de distribution pour la science. Et donc, les gens aiment bien dire influenceuse plutôt que de lire que je suis biochimiste. Bon, ça, voilà. Et on me dit souvent aussi, ah oui, c'est juste du marketing. Et en fait, si par marketing, on veut dire que j'arrive à rendre une information cachée dans une étude scientifique, quelque chose qui connecte avec les gens à la plus grande échelle, moi, je trouve que c'est un super succès, en fait. Et donc, ta question, comment je concilie ça? Sur Instagram, c'est sûr qu'on doit faire des choses simples. Oui. Bon, on a, en termes de responsabilité, tu vois, quand je dis ça. Oui. Bien sûr. En fait, je prends l'essence du message. Tu vois, je donne une information simple et concrète, sans changer la vérité scientifique. Et ensuite, c'est très important d'aller lire mes livres pour comprendre, tu vois, toutes les nuances. Par exemple, un de mes conseils tout simple qui est prendre un petit déjeuner salé plutôt qu'un petit déjeuner sucré. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. En fait, sur Instagram, je vais montrer en fait un pic de glucose d'un petit déjeuner sucré et je le compare au pic de glucose d'un petit déjeuner salé. Donc, tu vois assez rapidement, ok, oui, salé, c'est mieux pour ma glycémie que sucré. Mais en fait, quand tu plonges dans mon livre, tu as un chapitre entier de 30 pages qui t'explique toutes les nuances, comment tu fais, est-ce que les fruits c'est ok, si on veut vraiment du jus d'orange, quand est-ce qu'il faut le boire. Enfin, tu vois, c'est très nuancé. Moi, je vois Instagram un petit peu comme la bande-annonce et les livres, ce sont les films. Sachant que dans ton ouvrage, tu donnes un QR code qui renvoie vers toutes les études scientifiques. Comment tu travailles avec les études ou les méta-études, toi? Écoute, dès que je creuse un nouveau sujet, je passe beaucoup de temps juste sur PubMed, en fait, à ouvrir des centaines d'onglets, à tout lire. Et donc, j'ai plusieurs documents où j'organise en fait toutes les études que je trouve, je mets les abstracts ensemble, je regarde un petit peu quelles ont été les études les plus importantes en fait dans chaque sujet. Et c'est un peu un travail de détective en fait. Alors bien sûr, tu commences toujours par les méta-analyses, tu vois, les Cochrane, etc. Et puis ensuite, petit à petit, tu t'aventures vers des choses un petit peu plus nouvelles, qui sont un peu intéressantes, qui sont un petit peu à la pointe. Et j'essaie de toujours partager les deux. Donc, on a la méta-analyse sur laquelle la recommandation de l'OMS est basée, par exemple. Et après, on a des études un peu plus récentes, un peu plus intéressantes, qui nous montrent peut-être des bribes de la compréhension future d'un certain sujet. Mais moi, j'adore faire ça, en fait. Tu me donnes une étude, je suis ravie. Et d'en sortir un message important et clé, c'est ma passion. Donc, j'aime bien, en fait, traduire une étude longue et un petit peu complexe en un message ou une information ou une découverte que les gens peuvent apprécier. Tu écris d'ailleurs que nous ne sommes pas un four qui cuit passivement ce qu'on lui met dedans, mais un environnement actif. En fait, qu'est-ce que ça signifie quelque part, cette métaphore, plus globalement pour toi? Alors, ça, c'est une métaphore vraiment qui parle de la grossesse. En fait, donc, il y a une espèce de... Mais on pourrait la mettre finalement pour... On pourrait la mettre un petit peu... Oui, on pourrait dire, en fait, l'alimentation et ce qu'on mange, c'est pas seulement des calories. C'est pas seulement de l'énergie, en fait. Parce que ce que tu manges va activement moduler, par exemple, ton épigénétique, ton métabolisme, la façon dont tu te sens dans ton cerveau. Donc, en fait, pour moi, les aliments sont de l'information. Quand tu manges une banane ou quand tu manges un cookie, tu apportes de l'information à ton corps. Et ton corps ne va pas juste prendre l'énergie et te donner l'énergie pour aller faire tes courses.
il va prendre l'information et se moduler et changer comment il va, sa santé, ce qu'il fait, ce qu'il doit faire en retour. En fait, c'est une espèce de danse. Et donc, on n'est pas un simple four. Nous ne sommes pas passifs. Tout ce qu'on met dans notre bouche influence à court terme et à long terme comment on se sent. Oui. Est-ce qu'il y a des choses justement que tu as découvertes récemment sur ces sujets-là qui t'ont à nouveau complètement fascinée? Parce que c'est un domaine sur lequel... C'est ça qui est difficile d'ailleurs quand on parle d'alimentation, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas toujours de consensus en fait. Que par moments, il y a des vérités. On parlait d'un truc il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années, on parlait très peu des protéines. Ouais. Il y avait la grosse tendance au véganisme, végétarien, déjà parce que c'est meilleur pour la planète, et puis ensuite on disait que c'était très acidifiant pour le corps. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des protéines. Et c'est vrai qu'en tant que consommateur, citoyen, c'est pas toujours facile d'y voir clair un peu dans cette jungle. En fait, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. On a la réalité scientifique. Ça fait 100 ans qu'on sait que les protéines, c'est hyper important. Ouais. Et ensuite, on a qu'est-ce qui est dit dans les médias. Et en fait, c'est pas la même chose. Donc oui, il y a des modes. Oui, on parle de protéines, puis après on parle de gras, puis après on parle de fibres, etc. Mais en fait, la réalité du corps, elle est toujours la même. Donc il y a un petit peu une dissonance parfois. Et je pense qu'il faut faire très attention dès qu'on parle, par exemple, d'un régime, tu vois, que ce soit vegan ou cétogène, etc. Là, il faut se dire, ok, là, on n'est pas dans un domaine de la science, on est dans un domaine de la mode, et on essaie de nous vendre un régime ou un autre. Donc comment on fait la part des choses? Je pense qu'il faut faire très attention de se poser vraiment la question de où est-ce qu'on prend notre information. Ouais. Donc, à qui on fait confiance, en fait. Donc, il faut faire confiance à des gens qui sont des médecins ou qui ont fait des études sur le sujet, tu vois, pas n'importe qui déjà. Et ensuite, il faut faire assez attention aux articles qu'on peut lire parce que parfois, certaines études peuvent être vraiment embellies pour créer quelque chose qui va faire du buzz sur Internet. Donc, moi, je vous conseille, par exemple, de vous plonger dans des livres qui ont été écrits pour lesquels vous voyez des grandes bibliographies où vous dites, OK, là, c'est un petit peu plus sérieux. Et après, si vraiment on est perdu, il y a un truc très simple à faire, c'est regarder les recommandations officielles. Donc, par exemple, les recommandations de l'ANSES en France sur protéines, fibres, etc. Elles sont à peu près à jour. On en parlera, il y a quand même des retards en France. Mais c'est une bien meilleure source d'information qu'un régime qu'on peut voir sur Internet. Ça, c'est sûr. C'est ce que tu as fait pour la glycémie, toi, de toute façon. Complètement. Dès le début ? Oui, dès le début. En fait, moi, je me suis posé la question, quel est, d'un point de vue biologique, en fait, quel est le rôle du glucose? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont un prédiabète ou un diabète de type 2? On est quand même, la Fédération internationale du diabète dit quand même qu'on a 1 milliard de personnes dans le monde qui ont un prédiabète ou un diabète de type 2. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Donc, clairement, il y a un souci, là. Ok, notre glycémie est plus déréglée que jamais. Et donc, comment on fait pour revenir aux bases, en fait, biologiques de comment le glucose est amené au corps et qu'est-ce qu'on en sait? Et donc, je me suis plongée dans les études scientifiques sur le corps. Donc, par exemple, il y a 20 ans, il y a le journal américain de cardiologie, déjà il y a 20 ans, en 2007, qui a publié une étude très sérieuse qui a montré que les pics de glucose après les repas créent de l'inflammation, du stress cellulaire et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes sans diabète. Donc, on sait que le diabète et le prédiabète, là, il faut gérer sa glycémie, c'est sûr, et on va vous aider, votre médecin va vous aider. Mais même pour les personnes sans diabète, on sait depuis longtemps qu'éviter les pics de glucose, c'est très utile. Non seulement pour des choses comme l'inflammation, le stress, le vieillissement, etc., mais aussi juste d'un point de vue de prévention. Parce qu'aujourd'hui, pour prévenir un diabète ou un prédiabète, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, même quand on est en bonne santé, commencer à se soucier en fait de sa glycémie. C'est un petit peu comme, il faut se brosser les dents tous les jours pour éviter d'avoir des caries un jour. Oui. Alors, ce qui est dit par rapport à ça, c'est que c'est pas tout à fait la même analogie dans le sens où le corps, en fait, il est quand même prévu pour gérer les pics de glycémie, plus ou moins, à plus ou moins grande échelle, et que ça ne fait pas toujours le lit du diabète. C'est-à-dire que, en fait, il est bien fait, il se régule. C'est-à-dire que on peut avoir des pics. Après avoir mangé, on a forcément des pics de glycémie, j'imagine. Ouais, mais ça dépend de la hauteur des pics, en fait. Donc, c'est la hauteur des pics qui entraîne ces traces, cette inflammation. Donc, et qui sont délétères. Plus le pic est élevé, plus ça va créer des problèmes. Donc, un pic en dessous de 30 mg par décilitre, ça, c'est normal, le corps sait le gérer. En revanche, quand on arrive... C'est un pic d'un repas classique. C'est un pic d'un repas équilibré. Oui. En revanche, si ton repas, c'est spaghetti, gâteau au chocolat et une barre de céréales pleine de sucre, là, on va enregistrer un pic qui va être plus 80, plus 100 mg par décilitre. Et là, le consensus est large. Les pics comme ça,
ça crée des problèmes même chez les gens sans diabète. Et en fait, le truc, Anne, c'est que c'est seulement récemment, en 2015, que l'université de Stanford aux États-Unis a montré que chez les personnes non diabétiques, on pouvait enregistrer des pics aussi hauts. Parce qu'auparavant, on pensait que seulement un diabétique pouvait avoir un pic qui allait jusqu'à 180 mg, tu vois. Et juste en 2015, à Stanford, ils ont montré, maintenant qu'on a des capteurs, on voit que même chez les gens sans diabète, on peut avoir des pics énormes. Et ceux-là, ils ont des conséquences. Donc en fait, tous les pics ne se valent pas. Les pics qui sont petits sont normaux. En fait, c'est juste un signal que dans ton repas, il y avait des glucides. Et ça, c'est normal, c'est très bien. Mais lorsqu'on répète les pics très, très élevés parce que notre alimentation est basée seulement sur féculents et sucre, là, ça cause des problèmes. Et en fait, si on prend un peu de perspective, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir beaucoup de gros pics ? Ça veut dire qu'on mange du sucre tout le temps. Et ça, c'est très clair, même l'OMS le dit, il faut rester en dessous de 25 grammes de sucre par jour. Donc en fait, le pic de glucose, c'est simplement une façon de voir qu'une alimentation est très très riche en sucre. Oui. De toute façon, on voit bien que dans une assiette nutritionnelle, quand on a une assiette que tu viens de décrire avec des spaghettis, une barre de céréales et puis le troisième, je sais plus ce que c'était. Un cookie, un gâteau au chocolat. Voilà, un gâteau au chocolat. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans un équilibre alimentaire, quoi qu'il arrive. On n'a pas de fibres, on n'a pas de végétaux, on n'a pas de protéines. Voilà. Et donc un grand pic de glucose, c'est seulement en fait une conséquence d'une alimentation très très riche en glucides et en sucre. Et tout le monde est d'accord sur le fait que manger que des glucides et des sucres, c'est pas bien. Donc, en fait, par A égale B, du coup, les grands pics de glucose à répétition, ça montre que l'alimentation, elle est très riche en sucre et il faut les éviter également. C'est la même chose. D'ailleurs, quand tu parles des recommandations de l'OMS, je trouve ça assez intéressant que tu nous dises ce que ça donne visuellement. Parce que moins de 25 grammes, on s'aperçoit qu'en fait, on y est très vite. Oui, absolument. Suite à la lecture de ton ouvrage, même si j'étais pas concernée par la grossesse, c'est vrai que ça m'a mis cette petite piqûre de rappel en disant mais j'y suis rapidement dans la journée, alors que j'ai pas le sentiment de manger tellement de sucre. Déjà, on n'a pas besoin de sucre ajouté. On n'a pas besoin de manger des choses sucrées. Donc, l'OMS dit, essayons de rester en dessous de 25 grammes par jour parce que trop de sucre, c'est mauvais pour la santé. Et oui, en effet, 25 grammes, en fait, c'est une canette de soda. C'est un jus de fruits. Tu vois, un grand verre de jus de fruits. C'est 2 petits cookies. C'est, 7-8 carrés de chocolat. Enfin, c'est quand même pas beaucoup. Y compris aussi du chocolat noir, d'ailleurs. Oui, absolument. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut se dire, OK, la meilleure chose à manger si on veut quelque chose de sucré, ce sont les fruits entiers. Parce que l'OMS ne considère pas que les fruits entiers comptent en fait dans l'apport de sucre. Parce que les fruits entiers sont pleins d'eau et de fibres. Du coup, en fait, ils sont complètement OK dans une alimentation équilibrée. Vitamines. Et de vitamines, absolument. Ouais. En revanche, quand on parle de gâteaux, de biscuits, de pâtes à tartiner, de bonbons, de desserts, etc., là, les 25 grammes, on les atteint très, très vite. Ouais. D'ailleurs, c'est pas de l'alimentation, en fait. Voilà, c'est du plaisir. Ouais. Mais donc, du coup, il faut quand même se faire plaisir. Et je pense que c'est là où il faut se dire, comment est-ce que je fais pour manger le sucre que j'ai envie de manger aujourd'hui avec moins d'impact sur mon corps? Et c'est là que les conseils que je partage, en fait, deviennent assez utiles. Parce que une grosse part de gâteau au chocolat sur un estomac vide à 8 heures du matin n'aura pas le même impact sur le corps que de le prendre après un déjeuner équilibré, en fin de repas. Parce que lorsqu'on a autre chose dans le ventre, en fait, le sucre arrive plus lentement dans le sang. Du coup, oui, c'est quand même 25 grammes de sucre, mais d'un point de vue pic glycémique, d'un point de vue inflammation, stress cellulaire, comme le journal américain de cardiologie l'a montré, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut moduler, on peut avoir le plaisir du sucre avec moins d'impact sur le corps. Oui. Et c'est sur ça que mon premier livre, Glucose Révolution, est basé, en fait. Oui. Alors, je t'avais reçu déjà, d'ailleurs, à 2 reprises dans Métamorphose sur ces sujets-là. Si vous voulez nous réécouter, n'hésitez pas. Mais moi, j'ai vraiment, je comprends très bien l'exemple du gâteau au chocolat le matin. J'ai plus de mal à comprendre, comme dans un même repas, à partir du moment où le bol alimentaire, tout va se mélanger, pourquoi, en fait, la séquence de l'ordre est importante. Alors, tu nous réexpliques. J'ai appris la même chose, en fait, à l'école, que, en fait, c'est un bol alimentaire et tout se mélange. Et ça, en 2018, ça a été démontré par une scientifique américaine que ce n'est pas le cas et qu'en fait, l'ordre dans lequel on mange les aliments a un impact sur, justement, le pic de glucose du repas. Et donc, elle a montré que si tu es face à un repas, donc, par exemple, on va dire brocoli, poulet et riz, ok ? Si tu manges les aliments du repas dans un ordre précis, tu peux réduire le pic de glucose du repas jusqu'à 75%. Donc, même repas, impact très différent sur inflammation, stress cellulaire. L'ordre idéal, du coup, qu'elle a trouvé, c'est les légumes en premier, ensuite les protéines et les matières grasses, et en dernier, les féculents.
Alors, on n'a pas besoin de toujours faire ça, mais d'un point de vue scientifique, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe. Les fibres, lorsqu'on les mange en premier, les fibres qui sont dans les légumes, en fait, ont le temps de créer une espèce de protection dans l'estomac et dans la partie supérieure de l'intestin. Et cette protection, en fait, comme une petite paroi protective, va rester en place. Et du coup, les molécules de glucose qui arrivent ensuite dans les féculents ou les sucres vont passer plus lentement dans le sang. Du coup, le pic de glucose est atténué, moins de pics inflammatoires et surtout moins de chutes. Et une équipe du King's College de Londres, a démontré récemment, en étudiant des milliers de gens sans diabète, que lorsqu'on a un grand pic puis un grand creux, en fait, la profondeur du creux détermine les fringales qui suivent le repas. Donc, plus tu enregistres un creux profond, plus tu vas avoir envie de manger davantage rapidement après le repas. Et là, tu rentres dans le cercle vicieux. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Alors, si on revient un peu en arrière, sur nutrition et grossesse et maladies chroniques futures, quels sont les principaux risques concernés? Parce que même si vous nous écoutez, vous n'êtes pas forcément une femme enceinte et que votre vie de maman avec des jeunes enfants est derrière vous, ça peut être intéressant que vous réfléchissiez aussi à votre propre mère quand elle était enceinte de vous. D'ailleurs, c'est ce que tu dis dans l'ouvrage. Oui. T'as rétropédalé en J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, tu mangeais quoi quand tu étais enceinte, s'il te plaît? Alors, non pas pour culpabiliser les gens, ni leur jeter la pierre, c'est bien ce que tu dis dans l'ouvrage, mais en tout cas, ça peut être intéressant de comprendre l'impact que ça peut avoir. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, si je t'avais lu, peut-être qu'il y a des choses que je referais autrement si j'étais enceinte. Sans tomber dans l'obsession, parce que c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui ont des troubles de comportement alimentaire. J'en parlais avec une amie gynéco, je te disais ça hors antenne il n'y a pas longtemps. Et on voit quand même des personnes, quand elles lisent des livres comme ça, ou comme le tien, ou comme d'autres, peuvent se dire « Ouh là là, il faut absolument que je devienne hyper rigide », et dans leur tête, en fait, ça dérape. Mais dans ce cas-là, tu vois, est-ce que des recommandations du gouvernement français, donc le guide de nutrition de l'ANSES, est-ce que ça aussi, c'est en mesure de créer des problèmes chez les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, tu vois? En fait, n'importe quelle information sur l'alimentation, si elle est interprétée par quelqu'un qui est très sensible à ça, peut créer des problèmes, tu vois? C'est pas seulement, en fait, mon livre, c'est n'importe quelle info sur l'alimentation. Même 5 fruits et légumes par jour, tu vois, ça peut créer des problèmes. Je pense que n'importe quelle information peut avoir des dérives. Tout ça pour dire que risque de maladie chronique future. Alors ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus choqué en lisant la science sur la nutrition pendant la grossesse. Parce que non seulement nous ne sommes pas un four, mais en fait, ce qu'on mange pendant la grossesse peut influencer le risque futur de notre enfant. En fait, la vulnérabilité ou la résilience à certaines maladies, en particulier le diabète. Donc, il y a une étude incroyable qui a été faite en Angleterre sur 60 000 personnes. L'étude regarde des données d'il y a plus de 80 ans et a suivi des gens sur 80 ans et a montré que lors de la grossesse, si une maman divise par 2 la quantité de sucre qu'elle mange, donc dans l'étude, les mères passaient de 80 grammes à 40 grammes de sucre par jour. Donc, on est même au-dessus des limites de l'OMS. Voilà. Eh bien, leurs enfants avaient un risque de diabète futur dans leur vie réduit de 15%. Simplement parce que pendant les 9 mois de grossesse, les mamans ont réduit la quantité de sucre qu'elles mangeaient. Et donc ça, c'est absolument fascinant. Et on se rend compte qu'en effet, la quantité de sucre dans notre sang en tant que maman enceinte, en fait, elle passe directement dans le sang du bébé. Et elle semble programmer un petit peu de vulnérabilité envers le diabète. Alors, est-ce que ça veut dire que notre enfant va forcément avoir un diabète si on mange du sucre? Bien sûr que non. Mais, pour ma petite histoire perso, à 25 ans, j'étais très très proche du prédiabète. Vraiment, j'étais à 1 point du prédiabète. Comment t'avais su ça d'ailleurs? En faisant des tests sanguins, en fait. Ma glycémie était à 99 mg par décilitre et le prédiabète, c'est à 100 mg par décilitre. Et c'est vrai qu'à l'époque, je comprenais pas trop. Donc voilà, j'ai trouvé les conseils de glucose. J'ai réussi à éviter le prédiabète, aucun souci. Maintenant, ma glycémie va très bien. Mais en écrivant ce livre, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, qu'est-ce que tu mangeais quand tu étais enceinte de moi? Elle m'a dit, le matin, je mangeais un grand verre de jus d'orange, des céréales et je mettais 6 cuillères à soupe de sucre blanc sur mes céréales tous les matins. Et je me suis dit, peut-être, en fait, que parce que ma mère a mangé beaucoup de sucre quand elle était enceinte, peut-être que c'est une des raisons pour laquelle j'avais cette susceptibilité au diabète, alors que j'avais seulement 25 ans. Donc, ce sont des informations très intéressantes. Ensuite, tu vois, dans la même veine, on sait que les femmes qui ont un diabète gestationnel, c'est-à-dire des niveaux de glucose très élevés pendant la grossesse, ont également des enfants qui ont un risque de développer un diabète qui est plus élevé. Elles sont plus à risque d'ailleurs plus tard aussi, même après leur grossesse, au niveau cardiovasculaire. Ouais.
J'ai reçu il n'y a pas longtemps un cardiologue qui parlait de ça aussi. Ouais. Et donc, il y a beaucoup d'études qui nous montrent en effet qu'il y a un lien entre l'alimentation pendant la grossesse et les risques de maladies futures. Et donc, bon, ça peut faire un petit peu peur d'entendre ça, c'est sûr. Et je pense que le problème principal, en fait, c'est qu'on n'en parle pas du tout. Et donc, c'est pas du tout communiqué aux femmes enceintes. On leur dit souvent, tu peux manger pour 2, ou sinon, on entend beaucoup, dans mon entourage, j'ai beaucoup entendu, comme tu es enceinte, de toute façon, tu vas grossir, donc c'est le bon moment pour manger tout ce que tu veux. Oui. Alors qu'en fait, il y a un manque d'informations, alors que les études sont là, mais on ne partage pas assez aux femmes enceintes qu'en fait, ces 9 mois, ils sont super importants et que c'est un moment dans la vie où si on peut réduire même un petit peu sa consommation de sucre. Pour sa santé. Pour sa santé et la santé du bébé. Ouais. Tu vois, passer de même, 15 carrés de chocolat à 14 carrés de chocolat par jour, ça peut avoir un impact bénéfique sur l'enfant. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut vraiment rendre aux femmes le pouvoir qu'elles ont. Et puis, c'est aussi une question de santé publique pour toi. Complètement. Ouais. Complètement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des recommandations, tu vois, de l'OMS, des recommandations européennes. En France, on est un petit peu en retard. Par exemple, il y a un sujet important, les oméga 3, qui sont une substance qui est trouvée dans les poissons gras, comme les anchois et les sardines. Et certaines algues, d'ailleurs. Absolument. Aussi, hein. Ouais. En fait, ça vient des algues. Et les poissons mangent des algues et du coup, emmagasinent les oméga 3. Et les oméga 3, pendant la grossesse, ça forme le cerveau de l'enfant. C'est super, super important. Et si on n'en mange pas assez, notre bébé n'en puisera pas autant qu'il a besoin dans notre corps. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que l'Union européenne, le FSA, dit que pendant la grossesse, il faut augmenter l'apport en oméga 3, mais l'ANSES en France n'a pas mis à jour ses recommandations. Donc on n'a même pas en France connecté le fait que l'Union européenne dit ça depuis 20 ans, et en France, c'est resté lettre morte. Et ensuite, le deuxième problème, dans les cas où l'ANSES a bien dit des recommandations, par exemple pour la choline qui est dans les œufs, qui également forme le cerveau du bébé, ce n'est pas communiqué aux futurs parents. Donc les recommandations sont là, mais tu vois, moi, pendant mon parcours de grossesse à Paris, pas un seul moment est-ce qu'on m'a parlé de la choline. Donc, il y a un vrai décalage, il y a une vraie, en fait, il y a un fossé entre ce que les recommandations disent au niveau européen ou français et ce qui est communiqué aux femmes enceintes. Et donc, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est pas pour m'amuser. Tu vois, ma vie était plus facile avant parce que bon, ça a fait quand même beaucoup de polémiques. C'était parce que il y a un véritable fossé que j'ai envie d'aider à combler un petit peu. Il faut qu'on dise aux femmes enceintes ce qui est avéré dans les études et ce qui est recommandé au niveau international. Et il faut qu'en France, on rattrape notre retard, c'est super important. Là, on parle d'études sur les hommes quand on parle de ça, sur les humains. Oui, bien sûr, sur les femmes. Sur les femmes. Non, mais je parle pas forcément de la grossesse, mais je parle en général. Oui, alors pour te donner un exemple, par exemple, des oméga, etc. Ouais, par exemple, l'Union européenne pour en fait définir les standards d'oméga 3, par exemple, c'est basé sur une énorme méta-analyse qui porte sur 19 000 femmes, qui a montré que lorsque les femmes enceintes prennent assez d'oméga 3 pendant la grossesse, elles peuvent réduire de 11% le risque de naissance prématurée. On peut avoir un impact sur le risque de naissance prématurée de nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Alors que ces études scientifiques sont utilisées par des instances de santé publique internationales, genre, il y a un problème là. Moi, on m'a jamais dit, si vous mangez pas trop de poissons, supplémentez-vous, ou mangez des anchois 3 fois par semaine. On m'a jamais rien dit. Mes copines non plus. C'est un problème. De toute façon, on sait que les oméga et le DHA, en fait, on en a besoin véritablement. J'ai reçu aussi le psychiatre Guillaume Font, qui en parle beaucoup aussi lié à la santé mentale. Ouais, il est super. Il est super et on voit qu'on est clairement carencé sur le sujet. Complètement. Et tu vois, on a des toutes petites études en France de l'INCAS, vraiment qui portent sur 40 femmes enceintes à tout péter. Mais les 40 femmes enceintes qui ont été étudiées sur ces études de l'INCAS, dans l'étude, 0% des femmes enceintes atteignent un niveau recommandé par l'Union européenne en oméga 3. 0%. Bien sûr, petite taille d'étude. Oui, c'est micro. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si tu es enceinte, est-ce que tu manges véritablement du poisson gras 3 fois par semaine? Je ne suis pas sûre. Alors après, le poisson gras, il faut bien le choisir, effectivement. Ouais. Il faut éviter les poissons gras qui sont trop gros, genre le thon par exemple, parce que ça peut être haut en mercure. Et donc privilégier anchois, maquereaux, sardines et saumon. Oui. Et Guillaume Font, lui, préconise les algues. Ouais, c'est super, les algues. La supplémentation sous forme de DHA d'algues. Ouais, et donc on peut trouver du DHA. Et maintenant, mon fils, je lui donne du DHA en plus qui vient des algues. Parce que, comme je te disais, en fait, les algues sont la source des oméga 3. Et les poissons ne font que les manger. C'est ça. Alors, intéressant, tu cites aussi les travaux du docteur Barker sur la famine hollandaise. Ouais. Donc ça, c'est peut-être intéressant, puisqu'on parlait justement des risques ensuite de citer cette étude.
Bah écoute, en fait, ça, c'est une étude qui a montré que lors d'une famine très intense en Hollande, les enfants qui sont nés juste après la famine sont nés plus petits parce que les mamans avaient très peu accès, tu vois, aux protéines en majeure partie, mais aussi aux calories généralement. Et ces enfants ensuite ont eu plus de risques cardiovasculaires et de diabète à vie. Et en fait, qu'est-ce qu'il a montré? Sa théorie, Dr Barker, c'est qu'en fait, quand un bébé se développe dans le ventre d'une maman dans une situation de stress, le bébé s'adapte et son corps s'adapte et va devoir faire des concessions, en fait, de dire, ok, bah je vais prioriser le développement de mon cœur et de mon cerveau, et puis mon pancréas, peut-être qu'il va pas être complètement fini, et voilà, j'ai pas le choix parce que j'ai pas assez de protéines pour le former. Et donc, du coup, ça crée des carences à vie. Et en fait, cette étude, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'il y a des choses qui se passent pendant la grossesse qui ne peuvent ensuite pas être rattrapées. Et ça, c'est pareil pour la choline, par exemple. Donc, ça ne peut pas être rattrapé, c'est-à-dire que pourtant l'épigénétique nous montre tellement qu'il y a un certain nombre de choses réversibles. Tu dis qu'une carence à ce moment-là, qu'on ait 40, 50 ou 60 ans, on peut pas revenir en arrière? Pour te donner un exemple, l'Association américaine des pédiatres a sorti une étude qui a dit un manque de choline, donc la choline c'est dans les jaunes d'œufs par exemple, pendant la grossesse peut créer des problèmes cognitifs à vie qui ne pourront ensuite pas être rattrapés. Parce qu'on sait que la formation du cerveau par exemple pendant la grossesse, c'est une fenêtre biologique assez déterminante et assez fixe en fait. Quand tu nais, la majorité de tes neurones ont été créés grâce à l'environnement que ta mère a fait dans son corps. Et ensuite, ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans une situation où tout se crée de A à Z. Une fois que la naissance est arrivée, on n'est juste pas dans la même vélocité de création. Tous les organes sont mis en place. Donc, bien sûr, on peut toujours rattraper des choses. Comme je te montre pour le prédiabète, j'ai réussi à l'éviter. On peut toujours faire des choses, mais on sait aujourd'hui que, par exemple, un manque de choline peut créer des vulnérabilités dans le cerveau ou que trop de sucre peut créer une vulnérabilité au diabète. Donc, j'entends que c'est dérangeant, tu vois, d'entendre ça. Et je pense que ce qui dérange, c'est le fait qu'on n'en parle pas et le fossé, en fait, entre ce que les études nous montrent et les instances de santé publique et ce qu'on dit aux femmes enceintes. Mais bien sûr, tout est toujours, entre guillemets, rattrapable. Et d'ailleurs, on va plutôt bien. Tu vois, donc le corps d'une femme et un bébé en développement sont très résilients. Donc même s'il n'y a pas assez d'oméga 3, pas assez de choline, ils vont trouver des moyens de se former. Moi, je suis née d'une maman qui ne mangeait ni choline ni oméga 3 et beaucoup de sucre. Et je vais plutôt bien. Mais je me pose la question, est-ce que je pourrais aller un petit peu mieux? Est-ce que j'aurais pu être moins proche du prédiabète? Est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais un peu moins de problèmes psy, par exemple, de santé mentale, si ma mère avait mangé plus de choline? Peut-être. On ne sait pas. Parce que la choline, en fait, on en a assez peu entendu parler. Complètement. Et redis-nous bien ce que c'est, en fait. Est-ce qu'on en a besoin, même aujourd'hui, quand on n'est pas enceinte ou Alors, complètement. D'ailleurs, toutes les substances dont on a besoin pour créer un bébé dans l'utérus sont également des substances dont on a besoin tout au long de sa vie. Juste pendant la grossesse, la femme enceinte est responsable de l'apporter au bébé en développement. Donc, la choline, c'est une substance qui se trouve dans la nourriture, en particulier. Quand tu dis responsable, c'est que le corps est responsable. Hein. Le corps est responsable, mais c'est notre pas une alimentation responsabilité psychique quand tu dis ça, si? En fait, tu emploies ce mot comment quand tu dis responsable? C'est une réalité biologique, tu vois. C'est-à-dire que si la maman ne mange aucun poisson gras, par exemple, il est dépendant de cet apport. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que le côté culpabilité est important. Je fais juste une petite parenthèse. En fait, ce n'est absolument pas la faute des femmes enceintes, ce qui se passe aujourd'hui. Le fait que la plupart des femmes ne mangent pas assez d'oméga 3 et de choline, c'est parce que, on ne leur en parle pas. Tout simplement, il n'y a pas d'information. Et 2, on évolue dans un environnement alimentaire tellement surchargé en produits transformés qui n'ont pas forcément, tu vois, les molécules essentielles dont on a besoin, qu'en fait, on se retrouve un petit peu au dépourvu. On achète une barre de céréales en pensant que c'est quelque chose qui est bon pour nous, parce que le marketing nous dit c'est très bon pour toi. Et du coup, on veut faire bien, mais on n'a pas les bonnes infos. Et on est un peu pris au piège. Donc voilà, la choline. La choline se trouve dans les jaunes d'œufs, dans le foie. Donc le fameux foie de veau qu'on mangeait étant petit, dans la viande, dans le poisson, un tout petit peu dans les laitages et un tout petit peu dans les plantes, par exemple le brocoli ou le soja. Et la choline, en fait, est responsable de former la membrane de nos cellules. Et donc, quand on crée un bébé dans son utérus, on est en train de créer beaucoup, des milliards et des milliards de cellules pendant ces 9 mois. Et donc, la choline est essentielle. La choline est également essentielle dans nos cerveaux. Donc bébé ou adulte, elle est responsable des parties du cerveau qui régissent la mémoire et l'attention. Donc ce sont quand même des
partie très importante du cerveau. Et aujourd'hui, donc quand on n'est pas enceinte, on a besoin de 450 mg de choline par jour. Et quand on est enceinte, on est sur du 480 mg de choline par jour. Et un jaune d'œuf, contient 150 mg de choline. Donc on fait les maths. Il nous faut environ 3 œufs par jour quand on n'est pas enceinte et 4 œufs par jour quand on est enceinte. Ce qui paraît beaucoup comme ça. C'est beaucoup, mais tu vois, ça c'est la recommandation de l'ANSES. Donc, l'ANSES dit il nous faut cette quantité de choline. Très bien. Donc comment on fait ? Soit on mange des œufs, soit on prend un supplément de choline, soit on mange, 2 œufs plus on fait en sorte d'avoir du poisson et de la viande à chaque repas. Il faut y penser en fait. Par exemple, si on a un régime végétalien où on mange que des plantes, c'est très très difficile d'avoir assez de choline. Très 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 difficile. Et aujourd'hui, très peu d'entre nous en fait atteignent les niveaux de choline nécessaires, notamment pendant la grossesse. Et c'est un problème. Et ça peut impacter notre santé mentale, le développement du cerveau, notre performance cognitive, etc. Quand on n'est pas enceinte, mais qu'on s'intéresse à la choline, est-ce que j'en consomme assez ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer d'une manière ou d'une autre ou pas vraiment ? C'est très facile à mesurer. Il suffit de prendre un crayon et de regarder dans mon livre, j'ai un grand tableau qui montre en fait choline par aliment et de juste faire la calculation. Il n'y a pas de test sanguin aujourd'hui pour mesurer la choline. Ouais, non. Donc on ne sait pas forcément si on est carencé ou pas. Il n'y a pas un test de carence comme avec le fer, la ferritine, etc. Non, mais on peut très facilement faire l'addition. Donc les œufs, je pense que c'est vraiment une bonne base. Je peux vous dire rapidement. On stocke de la choline ou pas ? On stocke de la choline dans les membranes cellulaires. Ouais. Donc un œuf, c'est 150 mg. Une portion de viande ou de poisson, c'est 100 mg. Un yaourt, c'est 20 mg. Et un énorme brocoli, énorme, c'est 20 mg. Donc vraiment, il faut se tourner vers les œufs, le poisson en priorité et la viande de bonne qualité pour en avoir assez. Alors d'ailleurs, il y a des super recettes à la fin de ton ouvrage, mais qui peuvent s'adresser à tout à chacun. Et si ton éditeur est d'accord, on en proposera aux abonnés de la newsletter de Métamorphose. On fait souvent ça comme ça. C'est gratuit, l'abonnement à la newsletter. Je peux te montrer ma recette préférée ? Oui, vas-y. Alors on va voir si c'est une que j'ai choisie. Ah, dis-moi, parce que j'en ai choisi 4, moi. T'as choisi laquelle ? Alors je vais te dire, j'ai choisi celle avec les macros, justement. Ok, est-ce que tu as choisi les œufs parmesan ou pas ? Je crois pas. Moi, je suis addict au parmesan, c'est pour ça. Je crois pas que j'ai choisi les œufs au parmesan, mais on pourrait la mettre si tu veux. J'ai choisi l'écrasé de maquereau, la feta au four, parce que ça m'a amusé aussi le truc de tiens, c'est une copine qui faisait ça et j'ai trouvé ça hyper sympa. C'est une de mes très bonnes copines qui s'appelle Inès. Et quand j'étais à King's College, justement, on était colocataires et elle est italienne, elle m'a montré cette recette. Et depuis, elle est dans tous mes livres parce qu'elle est tellement géniale. En fait, c'est juste de la feta et des tomates cerises qu'on met au four pendant 20 minutes et c'est juste hyper simple et formidable. Et ça, c'est bon au niveau justement équilibre nutritionnel parce que la feta, c'est quand même assez gras. Non, la feta, c'est pas tellement gras. C'est pas tellement Honnêtement, gras. Non, c'est moins gras que d'autres laitages, qu'un yaourt grec, c'est moins gras que du camembert, bien sûr. Mais c'est du bon gras, mine de rien, tu vois, le gras dans les laitages, c'est pas quelque chose qu'il faut fuir. Et la feta, c'est riche en protéines. C'est génial, il y a un petit peu de choline dedans également. Bon, il n'y a pas d'oméga 3, mais d'un point de vue protéines et choline, c'est super. Ah ben, j'avais choisi aussi tes galettes de saumon d'ailleurs. Ah ouais. Trop bonne. Tu parles d'oméga et tes snacks préférés, ton snack préféré. Ah oui, alors ça, c'était vraiment un petit outil que j'ai mangé tous les après-midi pendant ma grossesse. Donc, un bol de yaourt skyr, haut en protéines et moins haut en gras, juste parce que j'ai pas besoin d'autant de gras que ça. Je mettais dedans, en fait, 2 cuillères de protéines en poudre très, très clean pour augmenter mon apport en protéines. Et dessus, je mettais tout ce que j'avais dans mon frigo. Donc, ça pouvait être amandes, tahini, fruits de la passion, ça pouvait être des fruits rouges. Je faisais mon petit mélange, je faisais toujours un peu de chocolat noir. Ah oui. Voilà. Pourquoi tu rajoutes des protéines en poudre ? Est-ce que c'est utile ou pas ? Parce qu'en fait, pendant la grossesse, il faut manger beaucoup de protéines. Non, mais en général, sans parler forcément de la grossesse. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des protéines en poudre. Oui. Ça peut être très décrié parce qu'il y a plein de qualités différentes. Absolument. Etc. En fait, c'est comme le vin. 2 vins rouges ne se valent pas. Un vin rouge à 1 € et un grand cru super chic, c'est pas la même chose. Et en fait, les protéines en poudre, c'est pareil. Il y en a qui sont de très mauvaise qualité, avec les molécules complètement dénaturées, avec du sucre ajouté, des édulcorants ajoutés, des émulsifiants, des trucs horribles. Et t'en as des très très belles et qui sont faites de façon plus artisanale presque, tu vois, dans des fermes familiales, avec des méthodes sans chaleur, sans produits chimiques, qui sont des très très beaux produits. Donc moi, j'en prends une qui est de très très haute qualité. Et donc du coup, je suis sûre du sourcing et de la qualité. D'accord, parce qu'on peut rajouter naturellement de la protéine si on préfère. Oui, absolument. Alors moi, j'en mets même dans ma soupe, j'en mets dans mon café. J'ai un petit mousseur et j'en mets dans mon café, tu vois. Oui.
Mais non, parce que ma question c'était pourquoi rajouter la protéine en poudre si on peut la prendre par d'autres sources? C'était ça la question. Ah, parce que c'est par facilité? Oui, c'est par facilité. D'accord. Parce qu'en fait, pendant ma grossesse, j'essayais d'atteindre au moins 110 grammes de protéines par jour au 3e trimestre. Oui. Parce que c'est de ça dont mon corps avait besoin d'un point de vue scientifique. Mais c'était compliqué d'y arriver. J'arrivais pas à manger autant de poulet que ça, en fait. Donc, je faisais ce snack avec du skyr et de la protéine en poudre pour avoir un snack à 40 grammes de prot. C'était vraiment par facilité. Je fais plus aujourd'hui. C'était par envie de manger assez de protéines et j'en avais marre de manger du blanc de poulet. Ouais. Et en même temps, ce que nous dit notre corps en termes d'intuition, et quand on se voit qu'on sature sur un truc, est-ce que c'est parce qu'on est arrivé parfois au max en fait du besoin? Écoute, moi, pendant la grossesse, c'est simplement parce que mon estomac n'était pas assez grand, il était compressé par mon utérus, donc j'arrivais plus à manger beaucoup. Alors oui, il faut s'écouter, mais le problème, parfois on ne sait pas si notre corps nous donne de l'intuition ou si c'est une réaction, tu vois, biologique. Ou une addiction, parfois. Ou une addiction, tu vois, donc ce problème des fringales après les repas, d'avoir très envie de chocolat 1 heure après un déjeuner. Est-ce que c'est une intuition? Est-ce que ton corps te dit j'ai besoin de chocolat? Ou est-ce que c'est juste ta glycémie qui est en chute libre? Et comme l'étude de King's College nous montre, en fait, qui est juste une réaction biologique à la chute libre qui nous demande d'aller chercher du sucre quelque part. Ou une carence. Enfin, je pense au chocolat, parce que pour le chocolat, ça peut être une carence aussi. Ça peut être une carence en magnésium. Par exemple, tu vois, quand on a envie de cornichons, ça peut être une carence en iode. Avoir très envie de fruits acidulés, ça peut être une carence en vitamine C, etc. Avoir très envie de viande rouge, ça peut être une carence en fer, complètement. Mais tu vois, même moi, aujourd'hui, j'arrive pas souvent à faire la différence entre une intuition et une réaction biologique. Je peux pas te dire si j'ai envie d'une barre de chocolat, je peux pas te dire est-ce que c'est une intuition émotionnelle, énergétique, ou est-ce que c'est juste ma glycémie qui chute. Toi, t'arrives à faire la différence? Écoute, oui, j'arrive à faire la différence aujourd'hui, en tout cas, par rapport à mes addictions. Je sais que j'ai certaines fringales, je sens que j'ai pas vraiment faim. C'est pas de la faim, en réalité. C'est pas de la faim, c'est juste que c'est émotionnel. J'ai trop bossé, j'ai eu une mauvaise nouvelle, un truc qui m'a contrariée. Je peux avoir le réflexe au chocolat de mettre la main au placard, donc ça je le vois. Ouais, je cherche la dopamine. Donc ça, je sais quand même le reconnaître aujourd'hui quand c'est ça. Après, tu vois, quand j'ai fait un bon repas et que c'est juste à la fin avec, tu vois, un petit thé à la fin et que je prends juste un carré de chocolat, bah là, je vois bien que je me jette pas dessus. C'est vraiment le plaisir. C'est pour le plaisir. Donc j'arrive quand même après, il y a des moments où, oui, on sait pas, on est à un apéro, ils ont mis des tas de trucs qui sont pas terribles à l'apéro, mais on a envie de se jeter dessus. Là, je sais que c'est pas forcément de la faim. Mais écoute, on peut pas toujours être à la maison avec juste ce qu'on a dans notre placard, c'est normal. Exactement. Revenons peut-être, puisqu'on parlait aussi petit déjeuner, sur l'importance, là on est hors grossesse, du petit déjeuner. Parce que pour toi, dans toutes tes méthodes, dans tout ce que tu proposes, c'est fondateur justement par rapport à la glycémie. Si on démarre bien avec un petit déjeuner, justement, on est toujours sur ton triptyque, oméga, protéines et l'eau glucose en fait. C'est quand même ça que tu proposes d'une manière générale. Et donc, comment le petit déjeuner peut bien démarrer dans cette direction? Je sais que tu l'as répété 100 fois, excuse-moi. Ah non, mais je le répéterai toute ma vie, Anne. Je suis là, pour ça, j'adore. Alors écoute, le petit déjeuner, on nous a souvent dit que c'est le repas le plus important de la journée. En fait, pour moi, c'est le repas le plus puissant de la journée. Il y a une théorie scientifique qui s'appelle la théorie du levier protéique. Vous n'avez pas besoin de savoir ce nom. Mais en fait, la théorie nous dit que tant qu'on n'a pas donné à notre corps des protéines, il va continuer à nous envoyer des signaux de faim. Donc, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de manger un petit déjeuner, puis 1 heure après d'avoir faim, 2 heures après d'avoir encore faim, 3 heures après d'avoir faim, et d'avoir faim un peu toute la journée. Une des causes pourrait être qu'en fait, votre corps est en train d'essayer de trouver des protéines. Parce que les protéines, c'est fondamental au corps. Le corps ne peut pas toutes les créer de l'intérieur. Quand on dit protéines, on est d'accord, tu parles de sources animales et végétales. Absolument. On parle de toutes les protéines. Donc lentilles, soja, produits laitiers, viande, poisson, œufs, etc. Toutes les protéines, absolument. Et donc le corps, on a besoin, c'est pas seulement pour les muscles, c'est pour le métabolisme, pour le garder en forme et fonctionnant. C'est pour notre système immunitaire, c'est pour notre peau. Tous nos organes, en fait, ont besoin de protéines. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Beaucoup d'entre nous prenons un petit déjeuner qui contient juste des glucides. Donc, par exemple, une tartine de confiture ou un bol de céréales et très peu de protéines. Et donc, ça donne pas à notre corps ce dont on a besoin. Et en plus, ça crée un gros pic de glucose. Et ensuite, ça crée une chute glycémique. Donc, si on prend par exemple une tartine de pain à la confiture, on a 2 problèmes. 1, 0 protéines là-dedans. 2, gros pic et grosse chute. Donc, c'est la recette assurée pour avoir faim toute la journée et avoir envie de sucre toute la journée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un pain au levain, par exemple? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même du glucose, tu vois. Donc, le pain au levain est meilleur pour la santé que le pain de mie très industriel, bien évidemment. Mais le pain au levain, c'est pas un œuf.
C'est quand même du pain. C'est quand même du féculent qui se transforme en glucose. Alors, il n'y a pas de problème, on peut manger du pain, mais il faut impérativement ajouter une source de protéines au petit déjeuner. Ça, c'est essentiel pour la satiété et la stabilité glycémique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoute, sur la tartine de pain, au lieu de mettre de la confiture, on met du kiri, par exemple. Voilà, le kiri, non, le c'est un kiri, laitage. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre un truc... c'est pas très healthy, parce qu'on peut mettre des trucs... ouais, c'est un peu deg quand même dans le kiri. Franchement, non, c'est des beaux ingrédients. Ah bon? Ouais, c'est un fromage assez clean, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une tranche de jambon, ça peut être du beurre d'amande qui est riche en protéines. Ça peut être un œuf au plat, ou 2 œufs au plat, ou 3 œufs au plat, si on a envie. On peut manger un yaourt grec, par exemple. On peut manger des restes du dîner de la veille. Alors ça, c'est un petit peu edgy, je sais, mais moi j'adore faire ça, par exemple. Oui, c'est ce que tu dis. Hein. Par exemple, j'ai découvert ça. Je me suis dit, tiens, ma soupe le matin, bon, c'est pas des protéines, mais en tout cas... Par exemple, si tu as dîné et qu'il te reste un petit peu de poulet, un petit peu de saumon, moi je le garde au frigo et le matin, je mets dans la poêle, je mets 2 œufs, plein de parmesan et c'est mon petit déjeuner, avec une tranche de pain, par exemple. À quelle heure tu prends ton petit déjeuner? Une fois que... Enfin, je dis ça, mais est-ce que l'heure du petit déjeuner a une importance, en fait? Non, ça n'a pas une grosse importance. En fait, quelle que soit l'heure à laquelle on prend le petit déjeuner, il faut toujours se dire qu'il faut qu'il soit salé et basé autour de protéines, que ce soit à 5h du matin ou à 11h du matin. Parce que juste avant le petit déjeuner, notre corps est extrêmement vide. En fait, notre système digestif est très vide parce qu'on vient de passer la nuit sans manger. Et donc, on est très sensible. Et c'est pour ça que vraiment, le petit déjeuner est le pire moment durant lequel donner du sucre à notre corps parce qu'il arrive très rapidement dans le sang et il crée ces fameux pics qui sont démontrés depuis 20 ans de créer de l'inflammation et du stress cellulaire. Donc tout ça pour dire qu'un petit déjeuner salé basé autour des protéines, si on n'a jamais fait l'expérience, ça change la vie complètement. Moi, j'ai cette difficulté. Je suis pas très fan de trop manger le matin. Je sens pas que j'ai un appel de nourriture, mais peut-être parce que je suis mal habituée comme ça. Et comme j'aime faire du sport le matin et que je préfère faire du sport le ventre vide, pour des raisons un peu évidentes, que tu vois, je me sens moins lourde et tout ça, je me retrouve assez rapidement à avoir faim vers entre 10 et 11 heures. Parce que c'est là où je reviens du sport, où je vais me mettre à bosser, etc. Et je me dis, là, je suis proche de l'heure du déjeuner. Et donc, même si j'aurais envie de me faire un super petit déjeuner, mais je sais qu'après, socialement, je vais redéjeuner, du coup, je suis coincée, je sais plus comment faire. J'imagine que tu as eu pas mal de gens qui t'ont fait ce genre de retour. Est-ce que tu aurais envie, par exemple, d'une banane avec du beurre d'amande? Un petit snack post-sport? Oui. Est-ce que tu aurais envie d'un petit yaourt, un petit fromage blanc? Oui. Ouais. Je fais mes yaourts à la maison fermentés, tu vois. Bah grave, ça c'est super, parce que c'est des protéines quand même. Après le sport, ton corps utilise du glucose, donc tu peux lui en redonner un petit peu, tu vois, pour se reconstruire. C'est important de manger des protéines. Tu fais de la musculation? Tu fais quoi comme sport? Je fais pas mal de cardio et un peu de fitness ou muscu. Trop bien. Bah écoute, dans ce cas-là, oui, il faut que tu redonnes du glucose à ton corps parce que tes muscles en ont utilisé beaucoup pour faire le sport. Et un petit snack, c'est très bien. En fait, il n'y a pas d'injonction par rapport à la quantité de nourriture à manger. Quand tu dis un petit snack, c'est protéiné. Oui, voilà, donc ça peut être par exemple un peu de fromage blanc ou beurre d'amande avec un peu de banane. Ça peut être quelque chose de simple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les fruits entiers, bien qu'ils soient sucrés, on peut carrément les avoir dans un petit déjeuner protéiné et entre guillemets salé, mais il faut qu'ils soient là en fait pour le goût et pas comme le personnage principal. Le personnage principal doit toujours être de la protéine. Et dans le cas de la banane avec le beurre d'amande, c'est la protéine. Et donc, quelle quantité de beurre d'amande là, pour aller avec la banane, par exemple? Écoute, moi, je compte jamais les quantités. Non, mais pour 2-3 voir ce que ça représente. Enfin, voilà, quoi. Oui, d'accord. Oui, c'est bien. Petite banane, petite cuillère, grande banane, beaucoup de cuillères. Ok, on adapte le beurre à la banane. Porridge de quinoa, tiens, par exemple, tu nous proposes aussi œuf au plat, granola sans sucre maison à base de noix. Ça, tu le fais toi-même? Ouais. Oui. Tranche de cheddar. Je donne des exemples que tu nous donnes dans l'ouvrage. Il y a d'ailleurs de très jolies photos. Merci. Ouais. Donc ça, c'est sympa. C'est vrai que ça donne envie. Et avec toujours cette idée d'habiller en fait autour. C'est ce que tu dis dans nos repas. Les glucides peuvent être là. Tu vois, on peut manger du pain, des pommes de terre, du riz, même des pâtes au petit déjeuner si on veut. Il y a pas de problème. Mais les glucides sont là en accompagnement. En fait, il faut toujours qu'ils soient accompagnés avec des protéines et des bonnes matières grasses. D'ailleurs, c'est important aussi. Donc, l'huile d'olive, avocat, les matières grasses dans les noix aussi, par exemple. Tout ce qui est fermenté, qu'est-ce que tu en penses, justement? On a parlé du pain. Super bon pour la santé. Si on peut choisir une option fermentée, c'est toujours mieux pour notre microbiote. Mais bon, c'est pas forcément nécessaire tous les jours. C'est un peu difficile parfois de trouver, tu vois, un bon kimchi sous le coude. Donc ça, c'est bien. Tiens, parlons des boissons aussi, parce que ça, tu l'évoques et dans tes autres ouvrages également.
on est un peu perdu sur les laits parce que, alors déjà, des laits végétaux, on ne devrait pas dire lait, ce sont des boissons végétales d'une manière générale, mais beaucoup de personnes prennent du matcha avec, par exemple, une boisson végétale d'avoine. Voilà. Et ça, on sait que c'est assez glycémique. En fait, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, j'ai du mal à dire boisson végétale, donc je vais dire lait d'avoine alors que c'est pas forcément ça. Mais en fait, qu'est-ce que c'est du lait d'avoine ? C'est comme si on faisait du jus de pâte, en fait. Donc, on prend les flocons d'avoine. Jus de pâte, j'aime bien. Non, mais c'est vrai, regarde, si tu voulais faire du lait de pâte, comment tu fais ? Tu cuis des pâtes, tu les broies, tu les filtres, et du coup, en fait, tu en sors l'eau, ainsi que les molécules de glucose qui sont dans les pâtes. Et tu jettes le reste. Et en fait, pour le lait d'avoine, c'est pareil. C'est du lait de blé, là, en fait. Ouais, c'est du lait de blé. Donc, d'un point de vue nutritionnel, ça va être riche en glucose, parce que ça vient de glucides. Tout simplement. Alors que si on fait des boissons végétales, par exemple de noix, par exemple d'amandes, de noisettes, mais en fait, les amandes et les noisettes à la base contiennent quand même pas mal de protéines et des bonnes matières grasses et un peu moins de glucides que du riz, des pâtes ou des flocons d'avoine. Du coup, coco aussi. Absolument. Du coup, un lait entre guillemets d'amande, de coco, ça va être meilleur pour notre glycémie que du lait d'avoine. Alors attention parce que tous les boissons végétales ne se valent pas. Il faut regarder est-ce qu'il y a des additifs, est-ce qu'il y a du sucre. Il y a très souvent du sucre dans ces boissons végétales. Du sucre ajouté. Absolument. Donc, regardez les ingrédients. Trouvez-en une qui n'a aucun sucre ajouté. C'est vraiment le conseil principal ici. Ou sinon, buvez du lait entier de vache qui est complètement OK pour la glycémie et pour la santé. Il n'y a pas de problème. On a longtemps dit que les laitages, c'était pas bon, c'était inflammatoire, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment pas le cas. Ce qui est beaucoup plus inflammatoire, c'est le sucre. Donc, si on prend un café avec du lait de vache, c'est pas un problème. Là, si on ajoute 4 carrés de sucre, là, ça devient un vrai problème pour l'inflammation et le stress cellulaire. Comment est-ce qu'on sait, on parlait des oméga 3 tout à l'heure, comment on sait qu'on les équilibre bien par rapport aux oméga 6 ? Parce que ça, tu en parles aussi à de nombreuses reprises. On a tendance à surconsommer des oméga 6 et on les trouve où, par exemple ? Là où il faut faire un peu pédale douce. Enfin, quand on dit il faut faire... L'idée, c'est pas d'être dans des injonctions et j'aimerais bien qu'on ne m'entende pas non plus comme ça. C'est d'avoir la connaissance de tout ça et ensuite, on fait à la fois comme on peut, comme on veut dans son mode de vie. Et quand, en fait, ça devient une habitude qui est intégrée vraiment au quotidien, on se pose plus la question, en fait. On n'est pas dans un extrémisme. C'est pas ça l'idée. Bien sûr que non. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, n'importe quel régime ou méthode qui dit il ne faut plus jamais manger X et Y, je trouve ça complètement ridicule. En fait, c'est pas du tout réaliste. Moi, je mange du sucre tous les jours, j'adore ça. Je mange des pâtes, je mange des cookies, je mange des glaces, je mange du chocolat, je mange des frites. Enfin, je mange tout, mais j'ai quelques habitudes alimentaires qui me permettent de manger tout ça sans créer un cercle vicieux d'addiction en fait aux produits transformés et au sucre. C'est un petit peu ça. Je pense qu'il faut aider les gens à se libérer de ces cycles un petit peu addictifs et à profiter pleinement de tous les aliments qui sont disponibles en prenant en compte sa santé. Voilà. Et donc, ta question était sur les oméga 6. Ouais, donc les oméga 3, ça vient des poissons, on en a parlé. Et ils sont anti-inflammatoires. Donc, ils sont vraiment très bénéfiques pour le corps. Et c'est un petit peu comme un film de super-héros. Tu as les oméga 3 d'un côté et les oméga 6 de l'autre côté, qui sont des matières qui sont inflammatoires. Et en fait, là, ils viennent de produits très transformés, d'huile végétale très transformée, de produits frits. Enfin, en fait, toutes les choses... on sait que c'est pas très bon pour nous, tu vois. Tout ce que tu trouves dans un fast-food, toutes les desserts, les glaces industrielles, etc. Et en fait, aujourd'hui, la balance entre oméga 3 et oméga 6 est vraiment penchée du côté oméga 6. Donc aujourd'hui, le ratio, c'est environ 1 oméga 3 pour 40 oméga 6, alors qu'il y a 50-100 ans, on était plutôt sur du 1 à 3. Donc aujourd'hui, la plupart de nos corps sont en train de gérer une inflammation chronique à cause d'une quantité d'oméga 6 vraiment énorme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut un petit peu réduire ces oméga 6 si on peut et augmenter ces oméga 3 si on peut. Donc, on réduit un petit peu, si on peut, la consommation de produits très transformés et on augmente un petit peu, si on peut, les sardines et le saumon. Et dans le contexte de la grossesse, il y a un truc vraiment intéressant. Donc, une grande étude américaine qui porte sur des dizaines de milliers de femmes a montré qu'aujourd'hui, les naissances prématurées
sont en forte croissance. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, une naissance sur 10 se fait bien avant le terme et c'est considéré comme une naissance prématurée. Et en fait, une des théories principales... Alors combien de temps avant le terme d'ailleurs quand on Avant parle de... 37 semaines. Parce que si c'est une semaine ou 10 jours... Ou pas de problème, c'est avant 37 semaines. Ouais, c'est ça. Une naissance sur 10 avant 37 semaines. Donc à ce moment-là, le bébé, il a quand même, tu vois, il aurait aimé rester un peu plus longtemps. Et en fait, on se rend compte que cette augmentation, elle a coïncidé avec l'augmentation des oméga-6 dans notre alimentation. Et en fait, l'accouchement est un processus inflammatoire. Enfin, ils l'ont corrélé dans l'étude, c'est ça. Absolument. Oui. L'accouchement est un processus inflammatoire. Quand les contractions se déclenchent, en fait, c'est notre corps qui envoie des signaux d'inflammation. Et donc, les scientifiques qui ont fait cette étude ont théorisé que un surplus d'oméga-6, en fait, dans l'alimentation pouvait créer une inflammation de base plus élevée, donc déclencher un accouchement plus rapidement. Et c'est pour ça que les grandes méta-analyses qui regardent des dizaines de milliers de femmes montrent que quand on prend des oméga-3 pendant la grossesse, on réduit le risque de naissance prématurée de 11%. Et donc, on pense que rééquilibrer un petit peu cette balance oméga-3, oméga-6 pourrait aider à réduire les taux de naissance prématurée. Et ça, c'est quand même vraiment fascinant. Tu vois, une corrélation tellement directe entre la façon dont on s'alimente et le processus de l'accouchement. Et ce serait suffisant de le faire juste pendant la grossesse ou ça veut dire que ça a commencé bien avant chez la femme ou c'est finalement les oméga-6 sont présents dans sa vie depuis très longtemps? Alors, l'étude le dit ou pas? Ça peut être ça complètement. Et donc, du coup, probablement avant une grossesse, moi je me suis pas vraiment intéressée à mon niveau d'oméga-6 avant ma grossesse, tu vois. Mais au début de ma grossesse, j'ai fait un test de mon index oméga-3 qui montre un petit peu ce ratio et j'ai essayé de consommer suffisamment de poisson pour le garder élevé tout au long de ma grossesse. On peut aussi mesurer son taux inflammatoire. C'est un test qui s'appelle la protéine C réactive et ça nous donne en fait une bonne indication du niveau d'inflammation dans le corps. Alors bien sûr, si on a un enfant à 35 ans, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça aura augmenté ou baissé le niveau d'inflammation dans le corps. Mais est-ce qu'on peut le rectifier pendant la grossesse? Oui, on peut le rectifier. Ouais. Par exemple, en prenant beaucoup d'oméga-3 sur la naissance. Absolument. Oui, donc c'est pour ça que dans les études scientifiques, en fait, les femmes sont supplémentées en oméga-3 seulement pendant la grossesse. Et on voit une réduction des, à ce moment-là. des données, des naissances prématurées, simplement en supplémentant pendant la grossesse. C'est vrai que, alors tu alertes aussi sur le plastique, le bisphénol, les phtalates comme perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est important de toute façon quand on est enceinte, évidemment, et pour tout à chacun d'une manière générale. Ensuite, comment trouver le bon équilibre justement entre, faire attention, être en conscience sans tomber dans une obsession. Et donc potentiellement des TCA, des troubles du comportement alimentaire ou des troubles du comportement en général. L'orthorexie, c'est un trouble du comportement alimentaire, par exemple. Complètement. En fait, dans mes livres, je parle beaucoup du fait qu'il faut seulement utiliser, tu vois, les conseils, par exemple, de glucose quand on a envie, quand ils sont faciles. Donc, l'idée, c'est pas de manger toujours les légumes en premier et toujours le riz en dernier. En fait, si ça se présente à soi et que c'est facile lors d'un repas, super. Mais si on n'a pas envie ou que c'est pas pratique, mais on ne le fait pas. En fait, ces conseils, pour moi, ils sont un petit peu comme buvez 2 litres d'eau par jour, brossez-vous les dents, mettez de la crème solaire. C'est-à-dire qu'on le fait quand on y pense, mais si un jour on oublie de se brosser les dents avant de se coucher, c'est pas un problème, on reprend le lendemain. C'est pas quelque chose qui est absolutiste. Tu vois, pour moi, ce sont des conseils qu'on garde dans sa poche, qu'on utilise quand ils sont bénéfiques, mais on n'est pas dans un contexte de régime où on peut échouer ou y arriver. C'est plutôt des conseils de bon sens. Et en fait, quand on regarde, par exemple, les conseils glycémiques qu'on comprend aujourd'hui à travers la fenêtre de la science, on se rend compte que c'est un peu du bon sens qu'on a oublié. Donc, exemple, les légumes en premier. Il y a beaucoup de pays dans lesquels on avait des traditions de légumes en entrée. Par exemple, en France, les crudités. Oui. Le vinaigre, qui est intéressant pour la glycémie. En fait, dans beaucoup de pays, notamment au Moyen-Orient, le vinaigre est utilisé depuis des décennies, des centaines d'années, comme ingrédient bon pour la santé. Marcher après un repas, c'est la marche digestive, on l'a tous fait. Manger du sucre après un repas plutôt qu'au petit déjeuner, ça s'appelle un dessert. Oui. On n'est pas quand même en train de parler de choses complètement absurdes. En fait, c'est du bon sens qui aujourd'hui est étayé par la science. Donc c'est très important de rappeler ça. On n'est pas dans un régime, ce ne sont pas des injonctions, ce sont du bon sens qui est compris par la science aujourd'hui. Et j'entends ce que tu dis sur les TCA, je pense que c'est un vrai sujet. Et j'entends aussi qu'aujourd'hui, on a 1 milliard de personnes dans le monde qui ont un prédiabète ou un diabète, qui vont probablement mourir 20, 30 ans trop tôt à cause de ces maladies. Il y a des gens qui meurent tous les jours à cause de ces maladies. Et il faut donner de l'information sur l'alimentation. On ne peut pas
complètement se dédouaner et dire on va donner aucun conseil parce que pour certaines personnes, ça peut créer des problèmes. Je pense que si on a un problème de TCA, il faut surtout pas porter un capteur de glucose. Il faut surtout pas suivre des conseils qui peuvent être des triggers. Il faut pas se peser, il faut pas, etc. Mais pour les gens qui ont un diabète, un prédiabète, il faut impérativement que ce message soit entendu pour qu'elle ne meure pas 10 ou 20 ans trop tôt. Donc, voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais les deux sont vrais. Sur le capteur de glycémie, c'est vrai que c'est des choses qu'on t'a reproché en disant si on n'a pas de diabète ou de prédiabète, ou si on pense qu'on ne deviendra pas forcément diabétique, même si on ne sait pas toujours, on n'a pas de raison objective de porter un capteur de glycémie, si ce n'est par intérêt, comme toi tu l'as fait parce que tu étais ton propre cobaye pour toi-même et tes études. Mais sinon, on n'a pas forcément de... Complètement. Et d'ailleurs, on peut sentir en fait que notre glycémie va mieux simplement en se posant la question, est-ce que j'ai un peu plus d'énergie aujourd'hui? Est-ce que j'ai moins de fringales? Est-ce que j'ai un peu moins faim tout le temps? Ça, c'est vraiment les 3 symptômes principaux d'une glycémie en montagne russe. Donc, on n'a absolument pas besoin de porter un capteur. En revanche, pour moi, ça a été une expérience vraiment exceptionnelle. Ça m'a permis de connecter avec mon corps pour la première fois, de connecter alimentation avec les troubles de santé mentale que j'avais avant. Et donc, tu étais en situation de prédiabète, toi, à ce moment-là, presque. Oui, j'étais en situation de prédiabète, tout à fait. Mais en fait, je l'ai même pas fait à cause de ça. Le prédiabète, je m'en suis rendu compte après coup. En fait, j'ai porté un capteur de glycémie en 2019 pour la première fois, par curiosité, parce que quelqu'un dans mon entreprise m'a proposé de le faire. Et j'ai connecté le fait que des gros pics de glucose que j'enregistrais le matin après un petit déjeuner très sucré corrélaient avec des épisodes d'une maladie psychique que j'avais qui s'appelait la dépersonnalisation. Donc c'est une maladie, une espèce de dissociation, brouillard mental. C'est très difficile. Et j'avais ça depuis 10 ans et je n'avais jamais trouvé un indice sur qu'est-ce qui pouvait potentiellement déclencher ces épisodes. Et j'ai vu en fait un gros pic de glucose corrélé avec un épisode. Et là, je me suis dit, oh là là, peut-être que le pic de glucose crée de l'inflammation dans mon cerveau et du coup déclenche ces troubles. Et c'était le cas? C'était le cas. Et donc ensuite, c'était vraiment dans une optique de reconstruction de ma santé mentale que je me suis intéressée au glucose. Alors, je n'ai jamais trouvé d'études qui corrélaient dépersonnalisation et glucose. J'ai beaucoup cherché, peut-être que Guillaume pourra... Oui, c'est ce que j'allais dire, Guillaume Font, on vous appelle à la rescousse. Ouais. Mais j'ai échangé avec lui longuement, il est vraiment génial, et on parlait justement de comment est-ce qu'on mesure l'inflammation dans le cerveau, parce que c'est pas facile aujourd'hui. Mais c'est un sujet vraiment fascinant et j'aimerais bien m'y plonger davantage un jour. Mais on sait par exemple qu'un régime très haut en produits transformés et en sucre est corrélé avec plus de symptômes de dépression et d'anxiété, par exemple. Donc ça, on connaît les corrélations. Donc voilà, tout ça pour dire que les capteurs de glucose, ce n'est absolument pas nécessaire. En revanche, si on est intéressé, il faut en parler avec son médecin. C'est vraiment, ça peut être très illuminant pour quelqu'un qui a envie de mieux comprendre comment l'alimentation impacte son corps. Oui, et on peut le faire si on veut tenter l'expérience, peut-être à court terme, si on voit que ça peut être le problème. En fait, les capteurs, ils durent 2 semaines. Oui. Donc tu vas porter un capteur 2 semaines une fois dans ta vie. Moi, je pense que c'est une expérience géniale. Après, le seul problème, c'est qu'il faut être bien entouré et avoir de l'information. Donc, il ne faut pas juste le mettre tout seul sans savoir comment interpréter les chiffres parce que ça reste quand même un outil médical à la base. Donc, le faire toujours avec un professionnel de santé qui peut nous accompagner. Il y a beaucoup de nutritionnistes aujourd'hui, tu vois, qui s'en servent. Toujours accompagnés, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. On arrive à la fin de cette émission, Jessie. Tu as envie qu'on reparte avec quoi, d'une manière générale, peut-être par rapport à la glycémie, à notre façon de nous alimenter, aux liens que nous avons aussi en tant que collectif humain avec ce sucre, qui est une véritable quand même addiction de société. Nous sommes tous plus ou moins pris dans cette addiction à plus ou moins grande échelle. Qu'est-ce que ça dit de nous aussi? C'est pas de notre faute. Déjà, en fait, biologiquement, notre cerveau libère de la dopamine lorsqu'on mange du sucre. Et donc, biologiquement, on est programmé à adorer le sucre. Et ça, on n'y peut absolument rien. Et en fait, tu combines ça avec un environnement alimentaire dans lequel on peut acheter tous les sucres du monde à n'importe quel petit magasin dans la rue. Il y a beaucoup de produits transformés qui sont créés justement pour renforcer l'addiction et nous vendre plus de produits. On est dans une situation très difficile où on est souvent victime de cette situation. Et donc, je pense que mon message, c'est si vous vous sentez un petit peu victime du sucre et vous n'arrivez pas à vous en libérer, regardez sa glycémie et essayez de réduire justement ces chutes après les repas qui augmentent la fréquence et l'intensité des fringales. C'est une avenue très intéressante. C'est pas très compliqué. Il suffit de se servir de quelques conseils que je partage et ça peut vraiment être libérateur. Oui. Merci infiniment en tout cas d'être venue faire un tour à nouveau dans Métamorphose, Jessie Nchospé alias Glucose Goddess.
Ton nouvel ouvrage, 9 mois qui comptent pour la vie, est publié chez Robert Laffont. Vous nous direz en commentaire voilà, ce que vous avez retenu pour vous, s'il y a des choses qui vous parlent, ce que vous avez mis en place aussi peut-être dans votre vie qui vous a changé la donne. C'est toujours intéressant que ce soit sur tes réseaux ou sur nos réseaux sociaux d'avoir les retours. Et puis comme on vous l'a dit, on vous proposera 3 ou 4 recettes de ton livre si tu es d'accord, Jessie, dans la newsletter avec ces jolis visuels. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube ou aux plateformes sur lesquelles vous nous suivez, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. C'est gratuit, c'est instantané. Pour nous, c'est vraiment important. C'est ce qui permet à Métamorphose de continuer à exister, de diffuser des conversations toujours plus inspirantes. N'hésitez pas à le partager, même par WhatsApp, à 2 ou 3 de vos amis. Il pourra évidemment leur plaire aussi. Merci infiniment pour votre soutien, tous vos commentaires et tous vos partages. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis dès 7h.